Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78. Nous sommes le mercredi 3 novembre. Voici les titres de l'actualité locale. Le déplacement de Barbara Pompili à Trappes cet après-midi. La ministre de la Transition écologique a annoncé 10 mesures pour accélérer le développement du photovoltaïque. Un plan lancé en pleine COP26, la conférence sur le climat qui se tient à Glasgow. Alain Mazot, chercheur au LSCE, sera notre invité. Le lieu a démarré son activité cette semaine. Un pôle périnatal vient d'ouvrir ses portes à Montigny-le-Bretonneux. Une quinzaine de professionnels y exercent pour accompagner les femmes dans leur grossesse et dans la première année de leur enfant. Et puis la distinction pour Catherine Lara à Poissy. Dans sa ville, la violoniste et compositrice a reçu l'Ordre national du mérite. La cérémonie se tenait à la Maison de Fer en présence de l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve. Mais avant de développer ces titres, cette bonne nouvelle à Poissy, le bébé de 4 mois renversé lundi soir par un chauffard est hors de danger. C'est le maire de la commune, Carl Olive, qui a confirmé l'information ce lundi soir. Lundi vers 20h, le nourrisson a été renversé dans sa poussette sur un passage piéton près de l'hôpital de Poissy par une voiture qui arrivait à vive allure. L'enfant a été transporté en urgence absolue vers l'hôpital Necker à Paris. L'automobiliste, lui, âgé de 46 ans, s'est rendu à la police dès le mardi matin. Il a avoué avoir roulé sous l'emprise d'alcool. Faire face à la hausse de consommation d'électricité et sortir des énergies fossiles dans le cadre de ces deux problématiques, Barbara Pompili a annoncé 10 mesures pour accélérer le développement du photovoltaïque. La ministre de la Transition écologique était en déplacement à Trappes dans un entrepôt cet après-midi et qui est déjà équipé. Les précisions de Mélanie Poquet et de Célia Gatsongo. C'est le premier entrepôt du nord de la France du groupe à être équipé de panneaux photovoltaïques. L'installation fournit aujourd'hui 10% de la consommation du site. Le groupe Métro, fournisseur pour les professionnels de la restauration, équipe depuis 2019 les hauts-vents de ces entrepôts. Nous avons un programme pour réduire d'ici 2030 notre empreinte carbone de 60%. Ce programme, il était initié en 2014. 2014-2021, nous avons réduit notre empreinte carbone de 31%, donc on a fait plus de la moitié, et il nous reste jusqu'en 2030. Les entrepôts de ce type seront bientôt obligés d'installer ces panneaux photovoltaïques. C'est l'une des 10 mesures annoncées par Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, en déplacement ce mercredi 3 novembre. Il faut dépasser les idées reçues, montrer qu'on peut le faire, montrer aussi par l'exemple de ce que fait cette entreprise que c'est finalement simple, que ça apporte des solutions à tout le monde et qu'on est dans une logique vertueuse. Qu'il faut faire 2 choses pour y arriver. La première, c'est faire des économies d'énergie, donc faire de l'efficacité énergétique, isoler nos bâtiments, etc. Mais aussi qu'on doit électrifier un certain nombre de nos modes de production, par exemple dans les voitures, qu'on passe des voitures thermiques aux voitures électriques. Mais ça veut dire qu'on va avoir besoin de plus d'électricité. Parmi les autres mesures, 1000 projets photovoltaïques sont prévus sur des terrains publics d'ici 2025, l'accompagnement pour les développeurs de projets et les collectivités ou encore l'allègement des procédures administratives pour les petits projets. Des annonces en pleine COP26, la 26e conférence des Nations Unies sur le climat qui s'est ouverte lundi à Glasgow. C'est en Écosse, plus de 120 chefs d'État y participent jusqu'au 12 novembre et ce 6 ans après l'accord de Paris. Et pour en parler, Alain Mazot est avec nous par visioconférence. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur au LSCE, c'est le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, unité mixte qui est rattachée entre le CEA, le CNRS et aussi l'université Versailles 50 ans en Yvelines. Beaucoup présentent cette COP comme bien celle de la dernière chance. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Dernière chance, je dirais pas ça. Je dirais il y a urgence. La dernière chance, évidemment, c'est toujours un peu spectaculaire, mais je préfère dire il y a urgence, il faut agir. Il faut vraiment changer, infléchir les choses le plus vigoureusement possible parce que, comme vous le savez, on est sur une trajectoire qui nous amènerait, au lieu des 1,5 degré, à 2,7 degrés à la fin du siècle. Et le 1,5 degré serait dépassé dès 2030. Justement, le 1,5 degré, c'est ce que vous évoquez, a été notamment évoqué lors de l'accord de Paris, qui a été bien signé en 2015 lors de la COP 21. L'idée, c'était de contenir justement le réchauffement climatique sous la barre des 2 degrés, idéalement 1,5. Ce que vous dites, c'est on en est bien loin, on ne sera pas du tout dans cet objectif. Ça va être difficile, il ne faut pas perdre cet objectif de vue, mais tel que c'est parti à l'heure actuelle, on va dépasser le 1,5 degré par rapport au pré-industriel et on risque de le dépasser de beaucoup. On risque même de dépasser aussi les 2 degrés. C'est pour ça que même si ce n'est pas la dernière chance, il y a vraiment une urgence à agir, à s'engager
pas que des promesses, il faut ensuite que les choses se fassent. Voilà, c'est ça l'enjeu de la COP21, c'est définir les choses pour rester en dessous de 1,5 degré ou disons 2 degrés, et ensuite définir les moyens pour y arriver et s'y tenir ensuite. Parce que le problème de tout ça, c'est que les promesses, des fois, c'est bien beau, mais après, elles ne sont pas tenues. Hein. Donc cette COP26 va plutôt dans ce sens, ce n'est pas une mauvaise chose, mais voilà, il y a urgence et il faudra tenir les engagements. Et on peut encore agir aussi, c'est le message à passer. Je le disais, 120 chefs d'État qui sont présents jusqu'au 12 novembre, mais on peut déplorer par exemple les absences de Xi Jinping pour la Chine, Vladimir Poutine pour la Russie, Jair Bolsonaro pour le Brésil, qui sont trois des plus grands pollueurs au monde. La Chine est le plus grand pollueur en l'occurrence au monde. Est-ce que ça montre le faible intérêt? Peut-être aussi que cette COP26, malheur à dire, mais sera peut-être un coup d'épée dans l'eau s'il n'y a pas les représentants de ces trois États qui sont parmi les plus pollueurs. Ça montre aussi le faible intérêt de ces États. Oui, mais enfin, par exemple, pour la Chine, je crois qu'il a participé en visio, hein, peut-être la Russie aussi. Je pense quand même que la Chine a conscience des enjeux et la conscience de la nécessité de changer les choses, parce qu'ils sont dans les pays qui sont vraiment impactés par les conséquences. Donc, ils ont tout intérêt, pour eux et pour nous, à ce que les choses changent. Mais ils sont eux aussi aux premières loges, donc il faut que les choses changent. La Russie, je pense que je ne saurais pas dire en fait. Hein. C'est évidemment dommage que le président Poutine ne soit pas là. Le président Bolsonaro, honnêtement, je vais être direct, il n'y a pas grand-chose à en attendre. Ils sont tout de même représentés sur place. Hein. Alors, il y a déjà eu 3 jours de COP et des accords importants signés. Hier, plus de 100 pays qui abritent justement 85% des forêts mondiales, dont le Brésil, dont la Russie, se sont engagés à enrayer la déforestation d'ici à 2030. On peut citer cet exemple. 11 États en Afrique qui vont créer une ceinture verte de végétation, hein. 11 millions d'hectares du Sénégal à Djibouti, avec un fort investissement public et privé. Justement, est-ce qu'on peut rappeler pourquoi justement la présence de forêts, justement, jouent un rôle clé dans cette régulation du climat? Pourquoi les forêts sont-elles aussi importantes? Alors, les forêts, d'abord, elles captent du carbone, surtout quand elles grandissent, mais une fois aussi, lorsqu'elles sont établies, petit à petit, il y a du carbone qui est enfoui dans les sols. Donc, agrandir les forêts, ça capture du carbone. Il y a aussi tous les aspects biodiversité qui sont extrêmement importants. Hein. Donc, écoutez, tant mieux si cet engagement est pris, y compris par des pays comme le Brésil, mais après, il faut que les choses soient tenues. Hein, voilà. Donc, mais oui, augmenter, réaugmenter les forêts, c'est une bonne chose. Ça ne suffit pas, mais c'est une bonne chose. Mais il faudrait déjà que la déforestation, en particulier de l'Amazonie, qui est réellement très inquiétante, pour ne pas dire catastrophique, ralentisse fortement. Hein, parce que là, pour l'instant, par rapport à l'année précédente, c'est plus 17% de déforestation en Amazonie. Donc voilà. Hein. Il faut que la signature soit effectivement suivie des faits, comme vous le dites, que soit respecté cet accord. Alors, un autre accord qu'on peut citer, qui a été aussi signé hier, 90 pays se sont engagés dans un pacte global pour le méthane, pour réduire les émissions de méthane de ce gaz qui est aussi très polluant. Alors, l'objectif, c'est moins 30% d'ici à 2030. On parle, c'est vrai, beaucoup du dioxyde de carbone, peut-être moins du méthane, qui est un gaz aussi très polluant. Oui, le méthane est polluant. Alors, en fait, à quantité égale, le méthane est un gaz à effet de serre beaucoup plus efficace que le dioxyde de carbone, mais il y a beaucoup moins de méthane que de CO2 dans l'atmosphère. Quand on tient compte de tout ça, ça fait environ 2/3 pour l'effet de serre lié aux activités humaines causées par le CO2 et environ peut-être 20% causés par le méthane. Hein, mais le méthane est en accroissement rapide et le méthane, il a une durée de vie assez courte. C'est-à-dire qu'au bout d'une dizaine d'années, il se réoxyde, il devient du CO2. Mais pendant cette dizaine d'années assez courte, cette dizaine d'années, il est jusqu'à 80 fois plus efficace en effet de serre que le CO2. Hein. Ce qui fait que si on calcule sur un siècle, c'est en général ce qu'on prend, si on calcule les choses sur un siècle, on obtient un facteur 28 quand même entre le méthane et le CO2. Donc il faut agir sur le CO2, c'est le principal polluant climatique, et aussi sur le méthane. Il faut vraiment agir sur les différentes choses.
Et aussi, j'ai vu le reportage de la ministre Barbara Pompili. C'est une très bonne chose aussi d'agir localement comme elle le propose. Hein. Et le méthane, on peut, dans une certaine mesure, agir. Il y a des points relativement faciles parce que c'est quelque chose où il y a beaucoup de fuites, notamment dans les exploitations des hydrocarbures et tout ça. Il y a des fuites, y compris dans les réseaux. On vous a peut-être perdu, Alain Mazeau. Peut-être qu'on va récupérer la connexion. C'est important, ça permet on peut chiffrer à 0,2 degrés ce qu'on pourrait gagner si on agit rapidement sur le méthane. Donc ça peut être une opportunité effectivement importante pour réduire à court terme ce réchauffement climatique. Juste citer que ni la Chine, ni la Russie, ni l'Inde ne sont dans cet accord sur le méthane. Une dernière question. On sait qu'aucune COP finalement, c'est peut-être un peu pessimiste comme constat, mais n'a réellement réussi à infléchir cette courbe négative du climat. Est-ce que vous avez quand même bon espoir au début de cette COP26 qui va se dérouler, je le disais, jusqu'au 12 novembre? Il y a quand même des choses qui commencent à se faire. Si on regarde les émissions de l'Union européenne en CO2, elles se sont stabilisées et elles diminuent. C'est vrai aussi pour les États-Unis, malgré tout, parce que, quoi qu'en ait dit Trump, il y a la conversion du charbon vers le gaz qui, à quantité d'énergie créée égale, émet moins de CO2. Donc, il y a quand même des choses qui se font. Alors, évidemment, il ne faut pas non plus se bercer d'illusions. Tout ne va pas être réglé en un jour, mais personnellement, c'est mon avis, parce que ça peut se discuter. Je pense quand même que ces COP sont utiles, parce que ça fait un débat entre les décideurs, même s'il en manque, à l'échelle planétaire, et ça remet une fois de plus sur le devant cette urgence climatique qui est vraiment là. Merci Alain Mazeau d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et je le rappelle, chercheur au LSCE, c'est le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Dans le reste de l'actualité, un centre tourné vers la femme et l'enfant à Montigny-le-Bretonneux, un pôle périnatal vient tout juste d'ouvrir ses portes. Il est situé dans les bureaux de la gare de Saint-Quentin en Yvelines. Une quinzaine de professionnels y travailleront sur place lors de l'inauguration. Mélanie Poquet. Certains se rencontrent pour la première fois en cette fin du mois d'octobre. Depuis le 2 novembre, ces praticiens ont commencé à exercer dans ce centre inimontain. Leur point commun, ils travaillent tous autour de la périnatalité. Travailler en fait en pluridisciplinarité, travailler avec des collègues et pas seulement tout seul dans son cabinet. Et c'est surtout en fait la prise en charge globale du patient et des patients. Les efforts et les technologies qu'ils y ont mis, enfin moi en tout cas c'est quelque chose qui est assez rare dans mon domaine. Souvent on a quelques praticiens avec nous, moi je travaille avec quelques infirmières, voilà, mais c'est souvent assez limité. En tant que psychologue, c'est vrai que c'est tellement enrichissant de pouvoir parler avec d'autres professionnels qui sont plus axés sur le physique et toutes les autres professions, parce que c'est la richesse de l'interdisciplinarité. 14 professions sont représentées dans ce pôle périnatal. Les praticiens tous à mi-temps se partagent 7 cabinets dans ces locaux de 175 mètres carrés. À l'origine de l'idée, un couple parent de 2 enfants. On a eu 2 enfants avec ma femme et en fait on a eu cette problématique justement de ne pas avoir de praticiens disponibles à proximité comme nous vivons à Montigny-le-Bretonneux, et du coup c'était l'opportunité justement d'apporter une solution à toutes les personnes qui vivent à proximité et qui n'ont pas besoin de courir. Situé dans les locaux au-dessus de la gare de Saint-Quentin en Yvelines, le pôle cherche à compléter son équipe avec un pédiatre et un gynécologue. Ils ont rejoint Équevilly après avoir roulé 650 km depuis les Sables d'Olonne. 13 jeunes de 14 à 18 ans ont fait ce parcours à vélo au profit de la Ligue contre le cancer et beaucoup de personnes étaient présentes pour les accueillir à leur arrivée. Céline Charles et Bichente Meria Santisteban. Une semaine à vélo et 650 km, c'est le défi brillamment relevé des 13 jeunes d'Équevilly. À raison de 6 à 7 heures de vélo par jour, c'est avec satisfaction qu'ils reviennent d'une course avec son petit quota de difficultés. Ça s'est bien passé, je trouve que c'était plus difficile que les précédentes années, mais avec la pluie, le vent, tout ça, mais ça allait. On est fiers d'eux, on est contents et on voit que ça leur a fait plaisir aussi. Je trouve que c'est une bonne initiative d'y aller. Ça leur permet aussi d'encourager et d'aider à leur manière cette cause. Une course qui a demandé une grande logistique avec plus de 40 personnes. Les dons sont reversés à la Ligue contre le cancer, une façon d'honorer la mémoire de l'un de leurs camarades victimes de la maladie.
Ça nous a sensibilisés, c'est pour cela qu'en fait on s'est mobilisé pour ce projet-là. Surtout au décès du coup d'une personne de notre âge qui est mort ici à Équevilly. On a tous un parent, un membre de la famille ou un ami qui est touché donc, par ces maladies malheureusement. Et il était important de s'y intéresser et puis surtout d'essayer en quelque sorte d'accompagner ces personnes. Au-delà de ce projet, les jeunes ont surtout pu apprendre l'entraide et la solidarité. On voit que nos jeunes équevillois sont des personnes extraordinaires, solidaires. Et ce qui m'interpelle énormément, c'est leur jeune âge. Leur jeune âge et partir comme ça durant leurs vacances, prendre du temps, je trouve ça vraiment exceptionnel. On est resté solidaires, on a récolté 5 200 €. C'est un beau truc pour la lutte contre le cancer, ça fait plaisir. En fin de journée a lieu la remise des médailles de la ville, une fierté pour ces jeunes qui envisagent déjà une potentielle édition l'année prochaine. Bravo eux. Je vous en parlais dans les titres. Catherine Lara s'est vue remettre l'Ordre national du mérite. La cérémonie s'est déroulée à la Maison de Fer de Poissy vendredi dernier. Un plaisir pour l'auteur, compositrice et interprète d'origine pissiacaise, Patrice Carmouze, Justine Brasier et Patrick Jacques de Dixmude. Elle est restée fidèle à Poissy, la ville qui l'a vue naître, et à son maire. Vendredi 29 octobre, c'est à la Maison de Fer de Poissy que Catherine Lara a choisi de se voir remettre les insignes de commandeur de l'Ordre national du mérite. Ça me rappelle ma tendre enfance où j'ai connu l'époque, nous on avait la croix, on nous donnait la croix d'honneur quand on avait bien travaillé. Donc c'est quelque part un peu cet enfant-là qui au fond de moi. Ça me fait plaisir, c'est toujours un honneur d'être reconnu par les siens. C'est l'ancien ministre Bernard Cazeneuve, proche de la roqueuse de Diamant, qui lui a remis la médaille. Catherine Lara est une amie, une véritable virtuose. Tout cela a peuplé une partie de ma jeunesse. Donc je suis venu lui dire à quel point elle était une grande artiste, et à quel point elle avait marqué une génération et à quel point on l'aimait, tout simplement. Premier prix de violon du Conservatoire de Versailles, premier prix de musique de chambre du Conservatoire de Paris. Catherine Lara a pourtant choisi le rock et la variété plutôt qu'une carrière de musicienne classique. Mais c'est sans doute à ses talents de compositrice qu'elle doit ses plus grands succès, comme Nuit magique ou Les Romantiques. C'est une virtuose de notre beau pays. Ce soir, c'est un honneur, un privilège de pouvoir honorer l'une des plus belles femmes de France que notre pays peut avoir. Catherine Lara, c'est la chanteuse. Catherine Lara, c'est la violoniste. Mais Catherine Lara, c'est la belle personne. Une belle personne qui s'est engagée courageusement dans la cause des femmes et qui fut l'une des premières à oser faire son coming out, répondant avec humour à Michel Denisot qui lui demandait ce qu'elle regardait en premier chez un homme, sa femme. Le sport et du football, les clubs yvelinois connaissent désormais leur adversaire au 7e tour de la Coupe de France. Le tirage au sort se tenait à la mi-journée au siège de la FFF. Versailles se déplacera à Limbre dans le Pas-de-Calais qui évolue 2 divisions en dessous de l'équipe de la Cité Royale. Poissy ira dans les Côtes d'Armor défier Saint-Julien, pensionnaire de Régional 3. Si les deux clubs yvelinois se qualifient, ils s'affronteront au 8e tour de la compétition. Enfin, dernier représentant du département, Chatou sera engagé dans un duel 100% francilien. Réception de Nanterre, un seul échelon par les deux clubs, 7e tour de la Coupe de France les 13 et 14 novembre. Bonne chance à nos Yvelinois. Coupe de France toujours, mais Coupe de France des régions, c'est de l'Aviron. Le stade nautique international de Mantes-la-Jolie accueillait cet événement le week-end dernier. Le rendez-vous a regroupé les meilleurs rameurs de l'Hexagone et ce sur 2 jours. Retour avec Nicolas Dandry et Mickaël Elmidoro. Des joies, des déceptions, des performances, 700 rameurs se sont donné rendez-vous à Mantes-la-Jolie ce week-end de la Toussaint à l'occasion de la Coupe de France des régions. Donc chaque région fait une sélection de ses meilleurs cadets, de ses meilleurs juniors et de ses meilleurs seniors et présente ici des effectifs de 16 rameurs par catégorie d'âge et concourt en 4 et en 8 et cumule des points au fur et à mesure des régates. Le rendez-vous était programmé pour la 3e fois consécutive sur le stade nautique international Didier Simon. Cette année, des têtes d'affiche avaient fait le déplacement. On a en particulier tous les médaillés, voire les champions du monde junior qui sont là et qui représentent leur ligue. On a également des Olympiens qui sont présents et qui ont tenu à démontrer leur attachement aussi à la ligue, leur ligue de rattachement ou leur club de rattachement. C'est finalement la région Grand Est qui a remporté cette 29e édition après 2 jours de compétition. En fait, c'est vraiment chaque course la faire à fond. Et c'est tout le temps un peu difficile de remonter sur l'eau et se dire il faut se refaire mal et tout.
Mais en fait, on est tellement motivés, il y a tellement une émulation que au final, on y va à fond, quoi. Rendez-vous l'année prochaine à Mantes-la-Jolie pour une nouvelle édition. Un directeur du programme olympique à la Fédération française de cyclisme, c'est le triple médaillé d'or de piste au JO, Florian Rousseau, qui va occuper ce poste créé en vue de Paris 2024. L'annonce a été faite cet après-midi depuis le siège de la fédération à Montigny-le-Bretonneux. Entraîneur à l'INSEP entre 2005 et 2013, Florian Rousseau a occupé le poste de directeur haute performance à la Fédération française d'athlétisme avant de démissionner en septembre. Et puis ce mercredi 3 novembre, c'est la journée de la gentillesse. Pour l'occasion, nous sommes allés à la rencontre des Yvelinois. Que signifie pour eux la gentillesse et quelle est leur dernière bonne action? La réponse au micro de Bichente Marian Santisteban et de Justine Brasier. De se faire des vannes avec mes copains, ça fait partie de la gentillesse. De bien parler, par exemple, quand je suis étudiant, de bien parler à la prof, aux collègues, de bien se comporter. Quand tu vas dans les transports, tu laisses les gens sortir, tu ne restes pas devant la porte. Je pense que nous avons besoin de gentillesse et de personnes respectueuses pour fonctionner en société. C'est être là pour mes amis, pour ma famille, être aux petits soins pour certaines personnes. Et puis aider au maximum comme on peut. J'ai donné une pièce à un SDF le week-end dernier. Voilà, c'est la dernière chose que j'ai faite. Quand je vois des personnes âgées dans les transports, je leur laisse ma place quand j'ai une place assise. Juste faire un sourire parfois, ça égaye une journée et être agréable et doux avec les personnes qui nous entourent. C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité. Dans un instant, le 7-8 Société présenté par Mélanie Poquet. Au sommaire ce soir, l'apprentissage de la natation chez les enfants. Restez avec nous. Belle soirée avec TV78.